On va donc faire un petit atelier sur forêt et permaculture, même si le terme atelier est ambitieux, dans un format de 50 minutes avec 50 personnes. Parce que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, si on commençait, j'aimerais bien savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Si je prends 1 minute par personne pour faire le tour de votre nom, ce que vous faites, et ben, quand on a fini, l'atelier est terminé. Donc on ne va pas le faire. Mes excuses pour ça. Je vais quand même me présenter en quelques minutes. Je suis donc Gildas Verret. Je me suis spécialisé dans la forêt, mais ça c'est le dernier métier que je me suis créé, puisque maintenant je vis en bordure de forêt d'Amboise, donc entre Tours et Amboise. Et un de mes métiers, c'est d'emmener les gens dans la forêt entre 2 et 5 jours pour discuter des thèmes qu'on discute là, mais ici ça va paraître très théorique. Quand on vit dans la forêt et qu'on est en train de toucher les arbres ou qu'on va observer le sol, tout ça est beaucoup plus concret. L'autre chose, c'est que la science est toujours un peu plus modeste sur le terrain. Parce que, évidemment, le terrain a toujours le bon goût de sortir l'exception qui confirme plus ou moins la règle, et on est obligé de s'adapter à la complexité du vivant. Je viens de la science. À la base, j'étais ingénieur des mines spécialisé en sciences de la terre et environnement, même si j'ai découvert, plus de 10 ans après, que je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était qu'un sol. Quand j'ai découvert ce que c'est que la pédogénèse, j'ai plongé là-dedans, j'en ai fait une de mes spécialités. Mais ça m'a laissé un vertige quand j'ai découvert les bourguignons de me dire « Moi, je suis ingénieur spécialisé en environnement, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un sol. » Donc en fait, qui est-ce qui s'occupe des sols et qui peut bien les gérer, puisque les ingénieurs environnement ne savent pas ce que c'est. Il y en a sûrement qui savent, hein, mais il n'y a vraiment pas grand monde en fait, qui a une idée réelle du fonctionnement des sols. Donc ça, c'est devenu une de mes marottes. Et j'ai ramené ça, c'est le moment aussi où j'ai rencontré la permaculture, qui est une approche systémique, qui a le mérite de mettre l'éthique et la pratique au cœur des enjeux, tout en étant une méthode de conception avec un volet théorique assez vaste. Je ne me lance pas du tout dans un cours de permaculture aujourd'hui, hein. Le cours de base de permaculture, il fait 12 jours. Le fameux cours de conception en permaculture où on apprend l'autonomie énergétique, le fonctionnement de la forêt, qu'est-ce que c'est qu'un arbre, comment on améliore un sol, comment on gère l'eau dans un territoire, l'autonomie alimentaire. Il reste que, je le cite parce qu'il y a plein de choses que je vais vous raconter qui sont issues de ça. Je suis repassé entre les deux par la fac de bio parce que j'ai fait de ma spécialité de faire des ponts entre la science et la permaculture. Hein. Tous les permaculteurs ne sont pas scientifiques, encore heureux, qu'on peut vivre en accord avec la nature et mettre en œuvre des solutions écologiques sans être scientifique. Mais c'est absolument passionnant de tisser des liens entre les deux. Et voilà, entre les deux, je suis passé par Bouygues et le Palais de la Découverte. Enfin voilà, j'ai vu différentes choses. Il reste qu'une des choses importantes que je fais aujourd'hui, c'est que je la mets en œuvre, la permaculture, puisque en perma, on ne fait pas de différence entre la théorie et la pratique. Et c'est peut-être notre plus grande innovation. De dire, on arrête d'avoir des concepteurs et des exécutants. Tu conçois ton lieu et tu le crées. Quand tu es en train de créer quelque chose, tu es responsable de penser une stratégie associée. Ça, rien que ça, ça change absolument tout. Et puis avec ce que je vous disais, ce regard transversal où on est en même temps sur l'éthique et sur dimensionner un système de gestion de l'eau. C'est assez drôle de mélanger les deux. Mais ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, il y a une époque où je faisais des bilans carbone. Et c'est là que j'ai bien vu comment la technique ne suffira pas, quoi. Donc si vous voulez vous déprimer dans la vie, vous passez du temps à calculer les bilans carbone. Parce que déjà, tu passes ta journée devant Excel, ce qui est un défi. Mais, non, mais faire des trucs fun avec Excel, ça reste un bon défi. C'est nécessaire, hein, Excel, mais c'est pas le truc le plus facile. Mais surtout, du coup, tu calcules très précisément la taille du problème et tout le monde s'en fout. C'est vraiment pas... Donc, c'est pas le meilleur truc. Donc, ça faisait partie des moments où moi, j'étais dans un moral un peu fluctuant. C'est-à-dire que je voyais très bien ce qui était nécessaire et absolument pas comment on allait y arriver. Puis j'ai rencontré la permaculture et là, j'ai vu des gens qui étaient déjà dans l'action et qui vivaient déjà de la manière qui me semblait être peut-être des choses qu'on pourrait faire dans 30 ans si vraiment on s'y mettait. Il y a déjà des gens qui ont changé leur vie et en plus, c'est sympa de les rencontrer parce que généralement, ils considèrent qu'ils y ont gagné. Maintenant, je les ai rencontrés il y a 10 ans, j'espère faire partie de ce lot-là aussi. Et donc je pratique la permaculture sur 1 hectare. On a quitté Paris après une dizaine d'années là-bas pour isoler une maison existante, hein, parce que faire du neuf, c'est facile de faire du neuf performant énergétiquement, mais ce n'est pas forcément performant de manière écologique, puisque quand on construit une maison passive neuve, pour la construire, on a dépensé l'énergie qu'il faudra pendant un siècle à peu près pour la chauffer.
Donc aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de rénover l'existant. Et c'est vachement plus difficile. Donc là, tu mets 35 d'isolants sur les murs, 40 là-haut, et tu fabriques une maison bioclimatique à partir d'une maison qui existe. Du coup, tu peux être autonome avec le bois du terrain. Du coup, tu as besoin de très peu de surface pour te chauffer. Du coup, tu peux mettre de l'énergie et des sous dans la récupération d'eau et le traitement d'eau. Du coup, tu peux être autonome en eau. Tu peux être en train de planter tes arbres. Et au retour, là, il faut que je m'arrête au jardin botanique de Nantes parce qu'ils ont une collection de noyers intéressante où il faut que je leur pique des noix pour diversifier la génétique de ma région où le principal arbre nourricier, c'est des noix. Tout ça pour vous dire qu'on touche à tout. Quand on est permaculteur, on fait de la théorie, on fait de la pratique. On fait un peu tout ça, et on va essayer aussi de ne pas faire le même atelier que celui que je viens de faire avant, parce que être perroquet, ça devient un peu fatigant. Donc, tout à l'heure, je leur ai fait le coup de dire, je vous fais, j'expose 2-3 idées, puis après on discute, sauf que vous aurez remarqué que je suis un peu bavard, ce qui, normalement, c'est plutôt une qualité, hein, quand on est conférencier, s'il y a un conférencier qui n'a rien à dire, c'est dommage. Mais le truc, c'est que pour leur exposer juste les idées de base sur le flux de matière et le flux d'énergie, on avait pris déjà plus que la moitié de l'atelier. Donc je vous propose de commencer par une petite session de questions. Je prends 4-5 questions, et puis je vais orienter l'histoire que je raconte sur la forêt, et on basculera ensemble de qu'est-ce qu'on en fait pour l'entreprise, à partir des questions que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici? Quelles questions vous vous posez, ou qu'est-ce qui vous a intéressé sur la forêt? Je peux déjà vous dire, j'ai posé la même question à tous mes profs de physique. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Jusqu'en prépa, ils m'ont dit, t'es trop petit pour comprendre. Et en prépa, ils m'ont dit, en fait, on ne sait pas. Feynman, hein, notamment juste un des plus grands physiciens du XXe siècle, a dit il est important de garder en tête que nous n'avons aucune idée de ce qu'est vraiment l'énergie. Pour quand même aller au bout de la question, en fait, l'énergie, ce n'est pas une chose, c'est la règle du jeu de l'univers. C'est-à-dire que de toutes les transformations de l'univers qu'on connaît, il n'y en a pas une seule qui viole la loi de conservation de l'énergie. Donc on sait que quand on fait brûler du bois, il va brûler d'une certaine manière qui respecte la conservation de l'énergie. Vous savez que quand une mésange vole, eh ben, elle va voler d'une certaine manière qui respecte la conservation de l'énergie. Et absolument tous les phénomènes physiques qu'on connaît respectent la loi de conservation de l'énergie. C'est la règle du jeu et on ne connaît rien qui triche avec cette règle-là. Donc c'est une règle qui est assez importante en fait parce qu'elle s'applique y compris à votre corps, y compris à votre voiture, y compris à votre maison, y compris aux plantes qui poussent devant chez vous, y compris à la tempête qui peut venir. Enfin, c'est très 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 large le spectre d'application de ce qu'est l'énergie. Mais on pourra donner des choses un peu plus complètes. Il y a d'autres questions? Agroforesterie, le modèle des différentes échelles, l'énergie et comment on va en forêt et l'énergie, hein, c'était ça. Oh, je me lance là-dedans, parce que sinon je vais plus y arriver. Je vais juste commencer sur la question du modèle. J'ai pas de modèle, justement. C'est un des trucs, j'ai une méthode de conception. C'est à la fois beaucoup plus puissant, et en même temps ça dépend de l'opérateur, évidemment. À un moment, la méthode de conception, on s'en sert bien ou mal. Il ne faut pas penser que la permaculture a un résultat. La permaculture, en fait, est tout à fait analogue à l'architecture. Vous voulez concevoir un bâtiment, il vous faut un architecte. Bon, c'est pas pour autant que l'architecture vous dit comment vous allez construire votre bâtiment. Non, c'est la méthode pour concevoir un bâtiment. Vous voulez construire un projet qui a des enjeux humains, énergétiques sur l'aménagement du territoire et vous voulez que ce soit éthique, eh ben, vous pouvez utiliser la permaculture pour concevoir ce projet-là. Notre spécificité, c'est d'avoir un regard systémique qui mêle donc l'éthique et les différents types de techniques. Entrez, et puis prenez place où vous pouvez. L'énergie, l'eau, les enjeux alimentaires, les enjeux humains. Et surtout de faire toujours un diagnostic de territoire et un diagnostic humain pour bâtir une solution adaptée en fonction du lieu. Et le lieu, pour nous, ça commence par la terre, au sens c'est quoi votre sol et c'est quoi votre climat. Parce que bâtir un aménagement du territoire indépendamment du sol et du climat, eh ben, on fait des bêtises gigantesques. Mais bâtir une solution unique aussi en fonction des humains qui sont là. Parce que si on a un super système technique, mais que les humains qui sont là n'ont pas envie de le mettre en œuvre, ça ne s'appelle pas un super système technique. C'est juste un très mauvais système. C'est un système qui ne marchera pas. Donc le projet de la permaculture, c'est de dire, on regarde les spécificités du groupe humain qui est là, du contexte matériel dans lequel ils sont. Une fois qu'on a fait tout le diagnostic des forces et des faiblesses du truc, on déroule toute la méthode permaculturelle pour proposer un aménagement éthique, écologique, qui réponde aux besoins des gens qui sont là. Donc j'allais dire, oui, on a des réponses pour des petites et des grandes entreprises, mais ce ne sera évidemment pas les mêmes. Après, c'est toujours pareil.
il faut qu'il y ait l'envie. C'est-à-dire que, je vous dis, j'ai fait des bilans carbone qui ne servaient à rien. On a fait le bilan carbone, on le met sous la pile. Bon, bah, s'il y a une grande entreprise qui a envie de se transformer en profondeur pour devenir permaculturelle, génial. On aurait un boulot de dingue à faire, mais voilà, faire un bilan très précis sur l'ensemble des flux, la provenance des matières et les enjeux éthiques et relationnels dans tous les process, c'est un boulot gigantesque qui ne peut pas se faire à une personne, mais ce serait intéressant à faire. Enfin, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Mais il y a Terra Genesis International qui fait ça. Ils avaient pour projet, donc c'est des permaculteurs américains qui se sont donnés pour projet de trouver 100 entreprises qui investissent chacune 10 millions pour pouvoir inverser le changement climatique. Ils jouent à grosse échelle. Bon, ils n'y sont pas aux chiffres. Bah, voilà, comme tout le monde, ils ont des prévisionnels un peu hauts pour faire un peu en dessous, mais il y a des gens qui font de la permaculture à très grosse échelle. Comme toute méthode de conception, on l'adapte au contexte. L'agroforesterie et l'arbre. Est-ce que l'arbre fait partie de la solution? Moi, j'en suis intimement convaincu. C'est bien pour ça que je l'ai mis en exergue ce matin. Et je vous dis, en final, l'arbre, j'y suis venu en dernier. C'est-à-dire que je viens d'un truc d'ingénieur à la base, physicien, on fait des calculs, machin, truc bidule. J'étais fasciné par l'ingénierie nucléaire et tout ça. Après, je suis passé au Palais de la Découverte, j'ai fait les bilans carbone. Ensuite, je suis passé à la permaculture. Et en avançant, j'ai énormément bossé sur le climat. Et à un moment, on regarde et on dit, mais il y a un truc qui, de tous les points de vue, on le regarde, marche super bien. C'est l'arbre. L'arbre, il a effectivement quasiment que des points positifs. Que ce soit son bilan sur le sol, sur l'eau, sur l'air. Il produit en même temps à manger, des matériaux de construction et de l'énergie. Tout ça, donc, je disais, sans pollution, complètement biodégradable et en améliorant la biodive. C'est absolument génial, l'arbre. Ça permet aussi de... si on parle, oui, je ne sais pas si tout le monde a une connaissance plus ou moins précise de ce que c'est que l'agroforesterie. Faisons simple, il s'agit de remettre des arbres dans les champs. Mon grand-père a passé sa vie à faire le remembrement. J'ai une admiration immense pour mon papy, qui, je crois, est mort avec des regrets. Parce que je pense qu'il s'est aperçu qu'il a fait un boulot néfaste pendant l'essentiel de sa vie, parce qu'il a vu la plaine de Caen passer d'un bocage à un grand truc vide. Et que quand il était vieux, ça commençait à savoir qu'en fait, c'était ni bon pour le sol, ni pour le paysage, ni pour l'eau. Et donc voilà, quelque part, je vais, comme tout le monde, consacrer ma vie à défaire ce qu'a fait mon grand-père. Néanmoins, je considère que je suis son héritier direct parce que c'était un homme courageux. Hein. Il s'est engagé dans la résistance pendant les dernières guerres mondiales. Il a perdu ses deux meilleurs potes. Ensuite, il s'est installé dans un petit village. Il a été le premier maire du village qui n'était pas le châtelain. Depuis la Révolution française, le maire avait toujours été le châtelain, jusqu'à papy. Alors, vous voyez, moi, j'ai une grande estime pour ce monsieur. Donc, je pense que c'est plus complexe que dire il faut s'opposer aux générations d'avant. On peut être dans une continuité de valeurs et dans une opposition sur les solutions matérielles, parce que soyons clairs, quoi, on s'est mis dans un cul-de-sac technique, notamment agricole, mais pas que agricole, mais enfin l'agriculture ultra-productiviste, chimique, mécanisée, on sait que c'est pas tenable. Donc, le projet agroforestier, c'est pas forcément de revenir au bocage normand, hein, parce que faut avouer que les champs étaient vraiment tout petits et hyper tarabiscotés, et que quand tu es avec la moise-batte, hein, faire un virage tous les 25 mètres, c'est pas forcément l'idée. Mais inventer un néo-bocage avec des mailles d'arbres tous les 300 mètres, c'est une solution qui est proposée notamment par Dominique Soltner. Il y a eu des expérimentations là-dessus qui ont été faites en Norvège qui sont vachement intéressantes. Parce que tu t'aperçois que quand tu remets des haies toutes les 300 mètres, il y a de la vie qui revient. Chez moi, si vous causez aux vieux chasseurs, ils te le disent tous, il n'y a plus rien. Il n'y a pas que Greenpeace qui dit que la biodiversité se casse la gueule. Tous les vieux chasseurs te le disent aussi. Il n'y a plus de gibier. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de haies, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un endroit pour nidifier, pour s'abriter. Donc tu remets des haies, tu retrouves de la biodiversité. Tu limites les inondations parce que quand l'eau arrive en bas d'une haie, elle est arrêtée et ça fait une zone de porosité. Et en plus, tu limites les tempêtes. Parce qu'en fait, si tu mets une haie, ça ne change pas grand-chose. Si tu mets une haie sur tous les 300 mètres sur un pays entier, eh ben, on s'aperçoit que le vent moyen baisse. Simplement, tu as augmenté la rugosité, quoi, hein, donc tu augmentes le frottement.
Donc il y a vraiment un effet de changement climatique régional avec de l'agroforesterie comme ça. Autre chose pas négligeable, bah, ça crée de la valeur pour les agriculteurs. Maxime nous l'a bien expliqué ce matin. Hein. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils vivent pas. Ils vivent de la PAC. Mais si tu enlèves la PAC, il y a plus d'un agriculteur sur deux qui met la clé sous la porte avant la fin de l'année. Donc à un moment, diversifier les rentrées financières, c'est pas idiot. Et le bois, ça a de la valeur. Ça permet aussi de se passer largement de pas mal d'engrais, puisque les arbres ont des racines très profondes. Donc ils vont servir d'ascenseur à nutriments. Aujourd'hui, hein, on met plein d'engrais dans les champs, et puis une fois que la pluie les a emmenés plus d'1 mètre sous terre, bah, ils sont perdus. Donc ils seront pour la nappe phréatique. C'est pas pour rien qu'elle est polluée et qu'il y a des nitrates partout. Il n'y a plus rien pour capter les nutriments en profondeur. Si tous les 40 mètres, tu as des racines d'arbres qui descendent à plusieurs dizaines de mètres, tu es capable de remonter pas mal de nutriments, ce qui limite pas mal la quantité d'engrais qui sont nécessaires. Donc l'agroforesterie a énormément de qualité. Est-ce que c'est au point? Bah oui, c'est hyper facile en fait. Hein. Tu mets une rangée d'arbres tous les 40 mètres, et puis ça marche. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, bien sûr. C'est balbutiant, on a fait quelques essais. Est-ce qu'on peut faire des systèmes plus complexes? Est-ce qu'on est sûr de nos complémentarités, les meilleures espèces, comment on gère au mieux les racines? Parce que, je l'ai dit ce matin, il ne faut pas croire que la nature c'est facile. Ça existe la concurrence. Hein. Et tu mets un arbre au milieu d'un champ de blé, il ne va pas faire que descendre, hein. Il va aller en horizontal, choper les ressources du blé. Donc il y a des stratégies pour obliger l'arbre à descendre ses racines. C'est comme tous les systèmes écologiques, c'est vachement plus compliqué que d'appuyer sur le bouton pour verser le produit qui va. Il faut réfléchir, il faut essayer et il faut piloter le système. Mais ça fonctionne et c'est un immense enjeu. Donc je crois que j'ai déjà pas mal répondu avec cette idée que l'arbre fait partie de la solution. En plus, effectivement, l'arbre, c'est notre principal outil de régénération des sols. Hein, les sols partout dans le monde sont dégradés. Il y a un endroit où les sols sont excellents sans qu'il n'y ait rien à faire, c'est sous la forêt. Donc, mettre des arbres, c'est quand même une super stratégie, notamment dans les endroits qui ont des grandes saisons sèches. Je vous renvoie à Sadana Forest ou Sebastião Salgado, Le sel de la terre, un film incroyable de Wim Wenders sur Salgado. Salgado, c'est un des plus grands photographes. Je ne vous raconte pas toute l'histoire de Salgado, mais en gros, pour faire simple, son père a coupé tous les arbres de la propriété du Brésil où il a grandi pour financer ses études. Études qui l'ont bien ennuyé puisque visiblement la banque, c'était pas son truc, l'économie, il est devenu photographe. Sur la fin de sa vie, il est retourné dans la ferme de son père où il avait grandi, qui était devenu un désert. Il n'allait pas très bien parce que c'était un monsieur très courageux, mais tellement courageux qu'il est allé photographier la guerre civile au Rwanda. Et ça, ben voilà, enfin, vous pouvez juste imaginer ce que ça peut faire à un humain extrêmement passionné. Donc le gars était complètement en vrac et il s'est reconstruit en reforestant la propriété de son père. Et il y a des images incroyables, hein, parce que clairement le truc était devenu un désert, les sources étaient taries, et en réinstallant une forêt tropicale, ça a été bien fait, hein, c'est plein d'espèces diversifiées, bien plantées, il y a plein de manières de rater de la reforestation. Ce qu'il a fait a été bien fait. Dans le temps de sa vie, on a eu le temps de transformer une forêt en désert, de voir les sources se tarir, puis de retransformer le désert en forêt, et de voir les sources être de nouveau alimentées. Donc la forêt, elle est absolument indispensable pour régénérer les sols, là où il y a une très grande saison sèche. Il y a plein de gens qui travaillent avec ça. Donc juste pour ces arguments-là, l'arbre serait suffisant. Mais en fait, je n'ai pas encore fini des bonnes raisons. Vous me branchez sur mon sujet préféré aussi. En fait, c'est mon résumé le plus compact de la permaculture, c'est des arbres et des potes. Des arbres, c'est pour tout le versant, prendre soin de l'écosystème et nourrir les humains. Des potes, c'est toute la permaculture humaine qui nous permet de nous organiser de manière efficace, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. J'ai bien parlé d'arbres nourriciers. La baguette, la pasta et les pizzas sont résultats d'un quiproquo historique. Je m'explique. L'agriculture l'agriculture qu'on connaît est un quiproquo historique. Qui c'est qui a inventé l'agriculture et où ça, vous vous en souvenez vaguement? Pour un croissant fertile, il y a 10 000 ans, quoi. Hein, croissant fertile, alors bon, en l'occurrence, hein, si vous regardez la gueule du croissant fertile aujourd'hui, hein, c'est très jaune hein, sur Google Earth, hein, le croissant fertile. Mais à l'époque, c'était un peu plus humide,
pas beaucoup plus humide, un peu plus humide. Et le croissant fertile était un écosystème de steppe. Autrement dit, des énormes prairies avec de l'herbe haute comme ça qui pousse bien. Quand on est des humains dans un écosystème de steppe, on récolte ce qu'il y a, c'est-à-dire des grains sur des graminées. Et ben, on mange des grains qui sont sur des graminées. Et tant qu'à faire, bon, ben, on en récolte pas mal, et puis on fait des stocks, et puis de temps en temps on en fait tomber. Ce faisant, on invente le semis, et puis on voit que du coup il repousse, et du coup on se met à sélectionner un peu les semis, et au bout d'un moment on s'aperçoit qu'en choisissant les plus gros, on peut commencer à faire de l'amélioration variétale. Et donc là, au lieu de bouffer les graines des graminées naturelles, on commence à avoir un truc qui s'appelle le triticale, qui ressemble un peu au blé, et on a inventé l'agriculture. Donc ça, en gros, ça a été fait par sélection des plantes sauvages qui étaient le plus à même de nous nourrir et leur amélioration. Les voisins, voyant que les copains du croissant fertile étaient mieux nourris, du coup, qui pouvaient faire des cités, du coup, qui pouvaient faire des armées, et du coup, ils nous mettaient la pâtée, se sont dit, on va faire pareil. Le petit problème, c'est le pareil. On s'est gouré sur le pareil. Il ne vous a pas échappé hein, qu'il a fallu 4000 ans quasiment pour faire le tour de la Méditerranée. Hein. Il y a 6000 ans, en Gaule, on se met à défricher beaucoup et à planter des graminées. Bah oui, les autres, ils plantent des graminées, nous, on fait pareil. Mais c'est pas ça que les autres, ils ont fait. Les autres, ils ont sélectionné les plantes sauvages adaptées au climat local, au sol local, qui étaient le plus à même de les nourrir. Et ils les ont améliorées pour se nourrir facilement. Si on avait fait ça, on aurait sélectionné les plantes sauvages à même de nous nourrir. C'était quoi chez nous? Ici, c'était pas un écosystème de steppe, hein. C'est un écosystème de forêt. Il pleuvait nettement plus. Il y avait une forêt partout. Donc, on aurait sélectionné les arbres à même de nous nourrir, c'est-à-dire les châtaigniers, les noyers et les chênes. Et donc, on aurait des chênes sans tanin, avec des glands gros comme ça. Il n'y aurait plus qu'à couper le gland en deux et tu te fais une tartine directe. Non mais, je blague pas, hein. Quand tu regardes la proportion entre la taille du grain d'une céréale sauvage et la taille du grain commercial d'aujourd'hui, clairement, si on avait fait le même boulot avec les chênes, on aurait des glands gros comme ça et on n'aurait plus qu'à les couper. Simplement, on n'a pas compris la logique de l'invention de l'agriculture. Au lieu de copier la logique, on a copié la solution. Sauf qu'en fait, il n'existe pas de moyen d'entretenir un champ de céréales ouvert sans lutter chez nous. Je l'ai dit ce matin, le climax forestier, si tu fais rien, la forêt se referme. C'est la tendance naturelle de l'écosystème. Donc forcément, notre agriculture est basée sur une lutte contre la tendance naturelle de l'écosystème. L'idée de la permaculture, c'est de dire on peut se nourrir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec des arbres. Alors je ne vous dis pas qu'on va arrêter de manger du pain et de faire des pâtes, quoi, hein. Moi aussi j'aime ça et on ne défait pas des millénaires de culture d'un coup. Mais se dire que les fruitiers, les pommes séchées, les abricots, les fruits à coque, les noisettes, les noix, les châtaignes, éventuellement des glands améliorés, il y a quelques glands doux qui existent, puissent jouer un rôle de plus en plus important et peut-être jouer 20%, 30%, 50% de notre ration calorique d'ici la fin de nos vies, ça c'est vraiment un projet permaculturel parce que c'est des choses beaucoup plus durables. Tu plantes un blé, t'es malade, tu peux pas aller au champ l'année suivante. L'année suivante, il n'y a rien. Tu as planté des noyers, t'es malade, tu peux pas aller au champ l'année suivante. Ben, c'est pas grave, les noyers ils continuent de pousser. Si tu disparais, 50 ans après toi, une agriculture d'annuel, il reste rien. Tu as planté plein d'arbres nourriciers, 50 ans après toi, il reste une région prospère. Donc les stratégies des arbres sont quand même super, super intéressantes. Oui, je crois que les arbres font partie de la solution. Est-ce que c'est toute la solution? Ben non, voilà, c'est comme mon grand-père, il était très fort, mais c'est pas toute la solution. On a déjà fait pas mal de questions, mais j'en ai oublié, hein. On a fait le modèle. Attendez, juste, j'ai pas répondu à la vôtre. Comment on fait pour aller dans la forêt, c'est ça? Planter des arbres. Pour planter des arbres. Alors, si. Vous prenez une bêche, si vous n'avez pas de bêche, vous attendez qu'il pleuve, vous creusez un trou et vous mettez un arbre. Alors, et ça marche. Si vous voulez faire un peu mieux, on peut. Hein, éventuellement, on praline. Non, il y a quand même un petit savoir-faire sur le fait de planter un arbre. Deux remarques quand même. Il est important d'apprendre à planter un arbre, mais même si l'enjeu, il n'est pas tant de savoir le planter que de savoir le choisir. Un arbre, aujourd'hui, est un être extrêmement artificiel. Vous voyez le joli pommier qui fait la boule au-dessus, là.
Aujourd'hui, le plus souvent, c'est un composite de 3 êtres. On a pris un arbre, on l'a coupé, on n'a pris que ses racines, on a pris un autre, on n'a pris que le tronc, et on a pris un autre qu'on a greffé dessus, qui fait que les branches et les fruits. Il a été planté et déplanté 7 fois entre sa naissance et le moment où il s'est vendu, et il a été taillé à de maintes reprises pour avoir une taille de formation. Un arbre fruitier standard est un objet extrêmement artificiel. C'est un bel objet, mais c'est comme tout objet qui est fabriqué par l'homme. Il y a des gens qui bossent bien, il y a des gens qui bossent pas bien. Et bien, il faut comprendre qui a fait cet arbre, sur quel principe, avec quelle technique. Donc, à la limite, si vous avez du temps à passer autour de l'arbre, passez plus de temps à apprendre comment travaille un pépiniériste et quel pépiniériste bosse bien, et puis faites un trou, mettez l'arbre dedans, il se débrouillera, que de savoir super bien planter un arbre que vous achetez à Jardiland. Parce que alors ça, bon, des fois ça peut marcher, hein, mais c'est pas toujours l'optimum, loin de là. Et il y a quand même un autre petit truc, c'est les arbres, on dit toujours planter un arbre. Je vous invite à considérer une autre possibilité qui s'appelle le semis, parce que c'est quand même mieux quand on sème. Vous êtes bien d'accord avec ça? Oh. Ah, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Attendez, non mais je suis très sérieux sur cette histoire de semer des arbres. Pourquoi est-ce qu'on plante des arbres au lieu de les semer? Pour gagner du temps, parce que c'est plus facile. Parce qu'en fait, quand tu vas semer un truc qui va être grand comme ça et qu'il faut le protéger des lapins et le retrouver dans l'herbe, c'est pas si simple. Les pertes sont importantes. Et aussi et surtout, parce que tu... Comment? Exactement. Plante ton pépin de pomme, oh, ça va pousser, hein. Puis ça va faire des pommes immangeables. Dégueulasse. C'est pas l'idée, généralement, quand on plante des arbres, c'est qu'on veut récolter. En fait, il y a plein d'arbres qui ne sont pas du tout fidèles au semis. Et comme on veut être sûr du résultat, on fait du clonage. Un arbre fruitier, c'est un arbre cloné. Vous avez des milliers d'arbres qui ont exactement le même génome. Quand vous voulez assurer la qualité d'un produit, c'est logique. Tu as une bonne pomme, tu la clones, tu as des milliers d'arbres qui vont faire exactement la même pomme. Vous avez peut-être entendu parler un peu de résilience et d'évolution naturelle. En tout cas, ce qui est clair dans ces enjeux-là, c'est que ce qui fait la capacité du vivant à s'adapter au changement, c'est la diversité génétique. Et donc, quand tu viens de cloner des milliers d'arbres, la diversité génétique est nulle, 0,0. Donc, en somme, tu as cloné tes milliers d'arbres, soit ils sont parfaitement adaptés aux conditions pédoclimatiques et au futur du climat, gagné, soit le climat évolue d'une manière qui ne leur va pas bien, bah, tu as tout perdu. Et la capacité d'évolution est nulle. Or, vous avez entendu parler qu'il y a 2-3 incertitudes autour du climat. Il y a, il y a un séminaire absolument passionnant entre l'ENS, l'ONF et l'INRA sur forêt et changement climatique. Puisque les forestiers sont des businessmen, hein, ils doivent faire de l'argent, sauf qu'ils ont un business qu'il faut gérer à l'échelle de 2 siècles. Tu sèmes un chêne aujourd'hui, tu le récoltes en 2170, 150 ans. Donc il faut pouvoir assurer qu'ils vont passer l'été 2110. Vous voyez bien la canicule ou la tempête de l'été 2110. C'est génial les questions que se posent les forestiers. Parce que comme eux, ils ont une vraie question de gestion financière, mais à l'échelle du siècle, ils se posent des questions que la société, pour l'instant, n'a pas encore réfléchi. Ils ont de l'avance sur nous. Même si, en fait, la principale conclusion de leur avance, c'est que on est mal, c'est super dur à gérer. Et donc, une des grandes conclusions de ce colloque scientifique, c'est-à-dire s'il y a une chose qui est sûre avec le changement climatique, c'est qu'il ne va pas arrêter de changer. Imaginez pas qu'il va se passer un truc et puis que ça va être tout le temps pareil. Non, ça va être un truc assez chaotique. En plus, le truc, il faut quand même se rappeler, hein, le changement climatique n'est pas décidé, il dépend de toutes les actions humaines. C'est une conséquence directe des émissions humaines. Donc si on change de comportement, le changement climatique change. On va faire des prévisions au milieu de ce truc-là. Qu'est-ce qu'on connaît des décisions politiques de 2030? C'est ça qui va faire le résultat en 2100. Donc on est dans un truc chaotique. Dans un truc chaotique, avoir des milliers d'arbres greffés, tous clonés, en termes de résilience, pas de zouille. Donc, tu sèmes des arbres, c'est vachement plus de boulot, mais tu as de la diversité génétique. Je vous le disais tout à l'heure, hein, je veux aller piquer des noix au jardin botanique de Nantes, qui a une belle collection de noyers. Mais typiquement, hein, si vous semez des pépins de pommiers, faites gaffe, prenez surtout pas de la pomme industrielle, parce que pour assurer une pollinisation en permanence, ils ont des arbres qui font des très mauvaises pommes, mais des fleurs en permanence. Comme ça, ils sont sûrs
de toujours avoir la pollinisation. Mais en gros, on sait que la génétique d'une pomme de verger industriel est extrêmement mauvaise. Déjà qu'on sait que c'est pas fidèle au semis, il faut au moins trouver une graine où le papa et la maman ont a priori des qualités intéressantes. Sauf que c'est pas facile parce que autant, ben, c'est un peu comme les humains. La maman, tu vois bien, le papa, on sait jamais. Bon, c'est quand même encore plus problématique avec les arbres, hein, parce que c'est le vent. C'est le vent. Avec les humains, il y a quand même un peu plus de maîtrise du processus. Vous faites bien de le pointer, c'est que l'idée, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si on fait que des greffes, on ne mise pas assez sur la diversité. Si on fait que de la diversité, ben, on n'a pas assez de production. Donc il faut faire les deux. Alors, la bonne technique hein, pour attendre que le verger pousse, c'est que ce soit papy qui ait planté le verger. J'ai dit, moi, en l'occurrence, c'est pas de bol, lui, il a enlevé les arbres. Donc, mais bon, j'espère bien que mon petit-fils n'aura pas ce problème. Lui, son problème, ce sera de planter des vergers pour son petit-fils, il récoltera les miens. C'est ça, moi, le boulot que je fais aujourd'hui. Je veux dire, quand on sème un noyer, hein, il sera en production vraiment dans 15 à 20 ans. Donc, effectivement, mais aujourd'hui, moi, des noyers sauvages, il y en a plein dans ma région. Donc, je vais les récolter. Il reste que c'est des arbres vieillissants, parce qu'en gros, ils ont été plantés il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne plante plus de noyers. Donc, il y a vraiment un enjeu de renouvellement. Après, bah, c'est l'autre truc, hein, c'est que bah, typiquement, moi je ne vis pas en vendant des noix, hein. Je vis en vendant des formations, du conseil, de la conception, ce qui me permet de planter des noix. Si on est agriculteur, il s'agit bien de vivre de sa production. Là, il y a plusieurs systèmes possibles. Soit on est céréalier, on continue de faire des céréales et on trouve des gens qui veulent bien nous aider à planter des arbres, et ça se trouve. Sinon, vous venez nous voir, on veut bien le faire. Il y a aussi de plus en plus d'aides là-dessus. Il y a plein de gens même qui... Voilà, le boulot de planter des arbres n'est pas énorme, mais on continue de produire entre les arbres. Si on est en train d'installer un verger au niveau 0, bah, de toute façon, là, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on a un autre boulot en parallèle pendant que le verger pousse, soit on fait un verger ultra productiviste avec des arbres super nanifiés qui vont commencer à produire au bout de 3 ans, ce qui est la solution la plus fréquente parce que c'est vachement difficile de faire autrement. Soit on a une autre activité temporaire pendant que les arbres poussent. Il y en a qui font ça, ils plantent un verger, ils font du maraîchage entre les arbres, en sachant qu'ils abandonneront à terme l'activité de maraîchage. À mon sens, un des trucs les plus intéressants, et ça peut vous intéresser, c'est la complémentarité élevage-verger. Alors pas sur les 2 premières années d'un verger semé, mais dès qu'on a un tout petit peu de hauteur des arbres, la complémentarité entre les animaux et les arbres est super intéressante, parce que ce qui sort des animaux, c'est exactement ce dont les arbres ont besoin, et ce que mangent les animaux, c'est exactement ce dont on veut débarrasser les arbres, hein, puisque typiquement si on met des poules sous un verger, elles vont en partie briser les cycles de parasites, et bah, le fumier de poule, c'est ce qu'on achète pour fertiliser des vergers. Donc il y a des complémentarités assez évidentes. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. De toute façon, il n'y a rien dans tout ce que je vous raconte qui soit facile à faire. Vous posiez après des questions sur la finance. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est assez marrant hein, comme ça bouge. En tout cas, ça fait plusieurs fois que je rencontre des financiers qui me disent bah, aujourd'hui, c'est même plus le rendement que je cherche. C'est un truc qui sert vraiment à quelque chose. Qui disent de toute façon, voilà, j'ai rencontré aussi, je pense, des financiers qui, globalement, avaient bien réussi leur carrière, donc ils ne se sentaient pas dans le besoin, et ils se sont dit que tant qu'à être riche, c'était plus rigolo d'être riche dans un monde que riche en l'absence de monde. Donc il y a aussi des gens aujourd'hui qui sont prêts à investir dans des projets réellement disruptifs, mais ce n'est pas si facile de les trouver. En tout cas, je crois que Rupture peut créer pas mal de liens. J'ai croisé des gens qui parlaient de ça tout à l'heure. Et après, des systèmes de finance un peu originaux, notamment je vous renvoie à Bluebees, hein, qui est un système de finance participatif monté par Maxime de Rostelan, qui permet aux citoyens de financer des projets agroécologiques, ou Terre de Liens, hein, Terre de Liens qui est une fondation où tout le monde peut mettre son épargne en se disant que peut-être qu'à un moment, le foncier aura toujours de la valeur, et que si on met notre épargne dans le foncier, et ben, collectivement, on protège de plus en plus de terres, hein, puisque c'est pour ça que c'est une fondation. Une fois qu'elle a acheté une terre, par contrat, la fondation met la terre en bio, et on ne pourra jamais la revendre pour faire autre chose que du bio. Donc, progressivement, on avance. Il y a plein de gens qui ont des solutions de finance autour de stratégies liées à l'arbre et à l'agroforesterie. Alors, est-ce que tout le monde s'inspire de l'écosystème forestier? Non. Est-ce que vous pouvez essayer de commencer à initier ce truc-là? Peut-être. Est-ce que vous pouvez commencer à essayer d'expliquer à des forestiers, enfin à des financiers, que
bah, qu'à un moment, il faut aussi un peu de prudence et de pérennité. En gros, moi, le discours que je tiens là-dessus, pour les gens qui n'ont pas de soucis ni pour les enfants, ni pour la biodiversité, je trouve ça bizarre, mais il y en a. Bon, moi, j'ai des enfants et puis j'aime la vie, donc je trouve que c'est déjà des raisons suffisantes de se poser des questions. Mais il y a d'autres types d'arguments qui est de dire, de toute façon, soit l'action environnementale va se généraliser, et ceux qui ne seront pas lancés là-dedans seront à la bourre, alors qu'il y aura d'autres entreprises qui y seront déjà et qui seront les leaders et qui seront dominants. Donc si vous ne voulez pas rater le coche, il faut vous y mettre maintenant. À l'inverse, si l'engagement écologique ne se généralise pas, les catastrophes vont se multiplier et il est possible, voire probable, qu'à un moment, la situation sera telle qu'on va passer par un couperet réglementaire et que tous ceux qui ne seront pas déjà lancés disparaîtront d'un coup, parce qu'à un moment on dira bah, c'est juste plus possible de voir tout le cheptel crever parce qu'on on aura 6 mois de canicule et poum, il y aura des mesures autoritaires. Donc à mon sens, si on est business et qu'on est un peu prudent, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on met au moins des sous sur des solutions réellement résilientes pour des arguments purement stratégiques de ne pas disparaître, parce que pensez vraiment que des solutions cyniques qui sacrifient le climat et la biodiversité peuvent triompher à l'échelle de 2050. 2050, c'est demain. Hein. Enfin, à un moment, enfin, je ne sais pas comment ils gèrent leurs entreprises et les fonds de finance, mais autant il faut maximiser le rendement dans 3 mois. Il faut quand même exister encore dans quelques années. À un moment, voilà, on peut se lancer dans ce type d'argumentaire. Après, à titre personnel, et moi c'est ce que j'ai fait, si à un moment vous avez l'impression d'être dans un milieu professionnel où l'éthique n'a aucun sens, c'est-à-dire dire nous avons aujourd'hui des conduites qui menacent l'ensemble de la biosphère et la moindre chance que nos enfants ont de vivre dans un monde en paix, si vous considérez qu'il n'y a absolument personne dans votre milieu professionnel qui est sensible à ce genre d'argument, moi je vous invite à changer de job. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. À un moment, il y a plein de gens qui, bien que on est dans un monde où la loi économique nous a poussé à aller dans le mauvais sens, sont sensibles et à ce moment-là à tout ça. Et là, on peut discuter. C'est bien pour ça que Rupture existe. S'il n'y a pas le moindre embryon de sensibilité à tout ça, peut-être qu'il faut... Enfin, voilà, en permaculture, on dit le moindre effort pour le plus grand changement. Ça a 2 conséquences directes. Enseigne aux gens qui veulent apprendre. Pour avoir eu quelques classes de collégiens, j'ai repensé à ce truc-là. C'est tellement mieux de faire un stage avec des gens qui ont très envie de le faire, ou faire un stage avec des gens qui n'ont pas demandé à le faire, ça n'a rien à voir. Enseigne à ceux qui veulent apprendre, sème là où c'est fertile. Ça ne sert à rien de semer des graines sur les cailloux. Il y a des endroits où il y a de la bonne terre, tu les mets à cet endroit-là. Bon, bah, si vous voulez aller vers une finance inspirée de la forêt, trouvez l'endroit où c'est fertile pour semer ces graines-là, quoi. Pas sur les cailloux les plus arides. Préserver les forêts, c'est un moyen où, enfin, aujourd'hui, hein, c'est préserver la vie sur Terre et la paix, et la forêt fait partie du problème. Enfin, tout comme les oiseaux, les insectes, les champs, tout ça, c'est globalisé. À mon sens, justement, les 2-3 actions que vous pouvez faire, c'est notamment faire ce qu'on évoquait ce matin, c'est votre cartographie des flux de matière et d'énergie. De quelle matière on a besoin? Typiquement, enfin, bon, j'imagine qu'il y a des gens qui ont l'ensemble des provenances de toutes les matières qu'il faut pour fabriquer un smartphone. Mais vous savez que c'est assez impressionnant. Hein. Si on fait le listing de toutes les mines nécessaires pour fabriquer un smartphone, je vous renvoie au bouquin de Guillaume Pitron hein, sur la guerre des métaux rares, c'est absolument vertigineux. Bon, mais c'est vrai sur un smartphone, mais c'est vrai sur un jean, c'est vrai sur une voiture, c'est vrai sur un avion. Être conscient de d'où viennent toutes les matières, et est-ce que réellement on est content de là d'où elles viennent, c'est-à-dire, est-ce qu'on est content? Ben, il y a 2 questions. Éthiquement, combien de guerres civiles on a entretenues ou fait pour obtenir ces métaux-là? Soyons juste un tout petit peu honnêtes, hein, on sait bien que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, notamment en RDC. Enfin, ou si vous ne le saviez pas, je vous invite à aller regarder un peu comment ça marche le coltan et le lindan pour les smartphones et les guerres civiles en République démocratique du Congo. Donc, est-ce qu'on est content du niveau éthique que ça a? Et est-ce qu'on est content de la sécurité d'approvisionnement? Parce qu'à un moment, l'idée, c'est pas juste de faire des trucs bien pour la nature, c'est aussi que les business puissent perdurer. Et donc, tant qu'à revoir toute sa chaîne d'appro, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on est robuste en cas de changement climatique, changement géopolitique? Savoir d'où vient toute la matière et qu'est-ce qu'elle devient après. Je ne dis pas que c'est forcément à vous de la gérer. Aujourd'hui, une fois que c'est vendu, on s'en occupe plus. Mais déjà de savoir.
Est-ce que notre machin, il finit biodégradé, dans une poubelle, dans une décharge, au fond de l'océan, un petit peu détroit, réutilisé en Afrique, enfin, où ça va après? Déjà, si vous avez l'ensemble du processus matière, et en parallèle de ça, vous faites l'ensemble des flux d'énergie, c'est-à-dire combien d'énergie il faut pour notre activité. Il y a peu de fermes qui savent vraiment combien d'énergie il faut pour tourner, qui ont réellement conscience de la quantité de gaz qu'il a fallu, par exemple, pour faire les engrais qui sont chez eux, pour les pesticides qui sont chez eux, pour faire tourner le tracteur, c'est plus facile à mesurer. Si on sait tout ça, on a beaucoup d'informations sur une ferme, mais c'est vrai pour une usine. Et évidemment, l'enjeu après, c'est de descendre dans la sous-traitance. Si vous avez une vision de tout ça, vous vous posez les mêmes questions. Est-ce que ces approvisionnements-là sont assurés à moyen terme? Parce que je vais dire, dans le mois prochain, espérons que oui, mais à échelle de 5 ans. Enfin, vous êtes quand même bien conscient que la notion de pic pétrolier, ça fait des décennies que c'est publié. L'Agence internationale de l'énergie a nié le concept pendant pas mal de décennies, c'était drôle d'ailleurs. Pic pétrolier, c'est une théorie qui dit que quand il y a une quantité définie de quelque chose et qu'on l'exploite, on va en exploiter de plus en plus et un jour on en exploitera de moins en moins. Parce que sinon, par définition, si on en exploite toujours plus, ça veut dire que la ressource est infinie. Vu qu'on sait que la ressource n'est pas infinie, on dit qu'un jour on en exploitera de moins en moins. Le fait que l'AIE arrive à nier la théorie du fait que, puisqu'il y a une quantité donnée de pétrole sur Terre, un jour on en exploitera de moins en moins, c'était assez rigolo. Mais bon, c'était une manière d'essayer de défendre des trucs complètement irréalistes. Il reste que maintenant, ça fait plus de 10 ans que l'AIE a largement reconnu la validité du pic pétrolier, avec des mots un peu pudiques. Tension sur l'offre, ça s'appelle. Des tensions sur l'offre. Ce serait bien qu'il n'y ait pas une guerre en Arabie Saoudite ou au Venezuela, parce que là, la tension sur l'offre, on la verrait monter en prix du baril. Et donc, c'est aussi ça, de la résilience sur l'énergie. Et la même question du point de vue éthique. Voilà, combien d'uranium on a besoin pour faire notre truc, combien de gaz, combien de charbon, quel impact sur le climat, comment on peut diviser par 2 à 10 ce truc-là, parce qu'en gros, à peu près tous les process de l'Occident, on peut diviser par 2 la consommation énergétique sans beaucoup changer le résultat. Parce qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question d'être efficace énergétiquement. Tu isoles ta maison, tu es divisé par 10 l'énergie. C'est bien plus que par 2. Et la plupart des usines peuvent faire pareil. C'est un peu de boulot et c'est un peu d'investissement. Mais c'est toujours possible de diviser par 2. Diviser par 10, là, ça veut dire que c'est un autre monde. Sauf que c'est le besoin. Diviser par 2 à 10 l'énergie qu'on consomme, c'est le projet permaculturel. David Holmgren, qui est un des fondateurs de la permaculture, décrit la permaculture comme la culture humaine de la descente énergétique. On a grandi dans un monde où on consommait toujours plus d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, il y a un moment, on va en consommer moins, et c'est pas forcément grave. L'idée, c'est de dire, on s'est bien éclaté à en consommer toujours plus. Les limites peuvent être facteurs de créativité. On peut faire un monde hyper heureux sur la descente, à condition de l'avoir anticipé et conçu, ce qui est le contraire. Parce que pour l'instant, on fait tout ce qu'on peut pour imaginer qu'on va faire toujours monter. Et alors là, quand on vise là et qu'on arrive là, ça peut faire mal. Alors que la permaculture vise justement à inventer un monde heureux où on est en descente énergétique. Quand j'expliquais qu'il faut diviser par 2 à 10 notre consommation énergétique, j'étais extrémiste il n'y a pas longtemps. Puis c'est marrant, quoi. Maintenant, c'est l'objectif de l'État français. Bon, le truc, c'est que vous inquiétez pas, on ne va pas le faire. On en a pris l'engagement, mais on n'essaye même pas de le faire. Je ne sais pas si ça vous rassure. Non. Ouais. Mais en fait, c'est assez drôle d'aller sur les sites des ministères, c'est que on trouve en même temps l'objectif français de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 en divisant par 2 la consommation énergétique, et en même temps, on a le but de doubler le flux touristique vers la France d'ici 2050. Tiens donc, j'ai pas bien compris, moi, comment on fait pour faire 2 fois plus d'avions avec 2 fois moins de carburant. Mais, et puis soyons juste clairs, là je suis physicien, je suis catégorique, c'est pas possible. On ne peut pas faire voler 2 fois plus d'avions avec 2 fois moins de carburant. Donc nos objectifs sont absolument totalement contradictoires. Il semble qu'il y a un ministre de l'Environnement récent qui a dit un truc sur le fait que c'était effectivement pas complètement cohérent l'action gouvernementale sur ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, dire qu'on veut diviser par 2 l'énergie d'une boîte d'ici 2050, c'est juste dire je vais respecter l'engagement pris par mon pays et faire ma part. En sachant que ma part, c'est pas beaucoup, ça pourrait même être plus que 2, parce que, soyons honnêtes, est-ce que réellement les pompiers
les ambulances, les hôpitaux vont être les premiers à diviser par 4 leur bilan carbone, c'est pas sûr. Ah, un infarctus, ah désolé, on a déjà atteint notre quota carbone, rappelez demain. Vraisemblablement, les ambulances vont continuer de rouler, en tout cas je l'espère. L'hydrogène, bon, vous m'emmenez sur l'hydrogène, ça c'est cool. Non mais j'adore l'hydrogène parce que à la fois c'est une technologie géniale et en même temps c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est génial dans l'hydrogène, c'est tu brûles de l'hydrogène, tu obtiens plein d'énergie et de l'eau. Merveilleux, merveilleux, ça pollue pas. Il reste qu'il faut fabriquer l'hydrogène. Ah oui, et pour fabriquer l'hydrogène, tu consommes toujours plus d'énergie que ce que tu récupères à la fin. Et même généralement beaucoup plus d'énergie. C'est de la physique, ça. Hein. On ne peut pas décrocher un oxygène de l'hydrogène sans dépenser de l'énergie, ça c'est sûr. Donc toute la question de l'hydrogène, c'est d'où vient l'énergie qui décroche les oxygènes. C'est ça le boulot. Ben, c'est toute la question de l'hydrogène. Est-ce que c'est des centrales nucléaires? C'est le projet d'EDF. Est-ce que c'est du pétrole? C'est la source majoritaire. Hein. Aujourd'hui, l'essentiel de l'hydrogène provient du craquage du pétrole. Est-ce que c'est des panneaux solaires et des éoliennes? Dans tous les cas, on ne fabrique pas du tout le même monde avec une même technologie. Et il faut juste être honnête, c'est autant la fin est cool, hein, c'est-à-dire que quand tu brûles, ça sort de l'eau, c'est pas mal. Autant le rendement global de la filière aujourd'hui est... Il y a les micro-organismes. Ouais, mais pareil, les micro-organismes, il leur faut du soleil ou du sucre. Mais dans tous les cas, l'énergie, elle ne se crée pas. Donc, si on vient là-dessus, enfin attention, hein, d'où vient le sucre? Si on les nourrit au sucre, hein, je ne sais pas si vous avez suivi que pour faire 1 litre d'éthanol en biocarburant, hein, il faut plus qu'1 litre d'essence. Donc, tous les phénomènes obéiront à la loi de conservation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il sortira des micro-organismes autant d'énergie qu'on aura mis dedans, moins les pertes. Et donc la question c'est, est-ce qu'on a suffisamment de déchets pour faire rouler des voitures à l'hydrogène? La réponse est non. Enfin, quand bien même on saurait faire, ce qui est déjà une immense hypothèse, l'idée qu'on va faire rouler les bagnoles avec autre chose que du pétrole, c'est une blague. Enfin, juste pour vous donner, là où on connaît très bien les calculs avec l'électricité, hein, on veut remplacer le pétrole par le nucléaire, il faut construire 200 centrales supplémentaires. Hein. Il faut remplacer les 50 qui existent déjà en France, il en faut 200 en plus. Donc on se refait 250 centrales d'ici 20 ans pour sortir du pétrole. Quelle région veut accueillir 20 centrales nucléaires? Bon, enfin, et juste au passage, vous vous souvenez hein, qu'il reste 100 ans d'uranium, ce qui est cool, mais si on multiplie par 5 les consommations, 100 ans d'uranium, ça ne vaut pas l'investissement. Donc, enfin, l'idée qu'on va pouvoir rouler comme on roule aujourd'hui, c'est une blague. Enfin, on peut aller jusqu'au bout du moment où vraiment ce sera trop cher ou le climat sera trop détérioré, mais voilà, c'est un des trucs qu'on n'a pas beaucoup dit depuis ce matin, c'est le constat est grave, il y a 1001 solutions à partir du moment où on a divisé par 2 à 10. Tant qu'on n'a pas divisé par 2 à 10, il n'y a pas de solution. Et si on continue de vouloir augmenter, ben, il y a encore moins de solutions. Et ça, c'est vraiment justement, ben, c'est de la conservation de l'énergie. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est pas si grave, hein, je veux dire, voler moins en avion, enfin... Bon, tous mes potes sont convaincus que voler en avion est une liberté fondamentale et que s'ils ne peuvent pas aller en week-end à Oslo, c'est la fin du monde. Et ils y croient. Bon, c'est pour ça que ça va être la vraie fin du monde. Mais à un moment, je me dis qu'ils vont changer d'avis, en fait. Les gens ils vont juste s'apercevoir que on a vu ce matin qu'aujourd'hui, on sait très bien, en plus on est au Sable d'Olonne, vous voyez ce que font les bateaux de course aujourd'hui. Tu utilises les techniques des bateaux de course à voile sur un cargo, mais tu es à New York en 10 jours. Bon, ben, si tu n'as pas 10 jours pour aller à New York, c'est peut-être que tu n'avais pas vraiment envie d'aller aux États-Unis. Hein. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont voyagé à travers le globe entier en prenant un petit peu de temps. Ben, juste, je fais ma digression là-dessus, c'est... on considère qu'on est hyper riche parce qu'on peut aller très loin, très vite. Mais c'est une vision très particulière de la richesse. Si on imaginait que la richesse, c'est de disposer de son temps sur Terre, ben, aucun humain a été aussi pauvre que nous. Il y a très peu d'humains qui n'ont pas pu prendre 10 jours pour aller à New York. Des gens qui n'ont pas 10 jours dans leur vie libres pour changer de continent, ben, vous êtes un peu la première génération à qui ça arrive. Hein. Je vous rappelle que Descartes, hein, il vivait à travers toute l'Europe. Hein, et il n'y avait pas de problème. On prenait le temps qu'il fallait, on traversait l'Europe. On n'a pas attendu les avions pour voyager à l'échelle du monde. La permaculture, je l'ai dit, c'est une descente énergétique heureuse. Donc, heureuse, ça veut dire que c'est la croissance
de la satisfaction personnelle, des relations de qualité, du sens dans mon métier, de la valorisation par les pairs, de la qualité de vie, de la beauté de mon environnement. Tout ça, on peut faire croître autant que vous voulez, aucun problème. Mais la quantité d'énergie consommée par tête de pipe, elle descend. Donc toute la question, c'est vous voulez faire croître ou décroître quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas brûler ni du pétrole ni du charbon sans émettre de CO2. Et ça, il faut que ça descende. Il faut que ça descende de manière considérable. Donc, on peut dire que la permaculture se base sur une hypothèse de décroissance énergétique heureuse et viable. Et donc pour ça, il faut faire croître plein d'autres choses qui sont l'intelligence, la capacité à créer des systèmes de plus en plus autonomes, la créativité entre les différents groupes. Il ne s'agit pas de se dire tout va baisser. Il y a énormément de choses à faire augmenter, mais sans doute pas l'énergie ni les flux de matière. Si vous avez un petit doute là-dessus, je vous invite à consulter le site The Great Acceleration, la grande accélération, où là, on voit bien qu'en fait toutes les courbes ont cette forme-là. Puis on est tout là-haut, là. L'humanité a vécu toujours là, puis nous on est là-haut, et puis on vise encore au-dessus. Et vu que les stocks sont limités, on sait que ce n'est pas possible. Donc en fait, la permaculture, c'est accepter la réalité des choses, que le mode de vie dans lequel on a grandi va finir de notre vivant, et se dire c'est pas si grave. Et en plus, on peut profiter de cette difficulté-là pour améliorer plein de choses dans notamment notre relation au territoire et à nos vies. C'est l'occasion de concevoir son territoire et les modes de vie qui vont avec. Par contre, effectivement, on n'est pas très compatible avec l'illusion que on va continuer d'agrandir les écrans plats de 20 cm tous les 2 ans. Ça, c'est pas le but de la permaculture. Donc à la base, l'argent avait une valeur matérielle. Bon, on va faire vite, hein, mais vous savez bien que les Américains ont zappé l'équivalent or. Donc aujourd'hui, l'argent est un truc un peu nouveau, d'autant que les monnaies complémentaires se développent à fond et que je ne vous parle pas du Bitcoin et de toutes les monnaies, les crypto-monnaies qui sont en train de partir. Donc, si le but, c'est de faire d'augmenter la masse monétaire, au pire, j'allais dire, pas de problème. Le climat s'en fout de la masse monétaire. Si on veut faire augmenter le PIB, on fait augmenter le PIB. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre et que ça veut dire faire baisser l'énergie. Si vraiment, pour se rassurer, les économistes ont besoin de faire augmenter le PIB en faisant descendre l'énergie, on peut faire. Mais, soyons clairs, c'est de l'arnaque. Enfin, il faut juste être honnête aussi sur un truc. Enfin, le pouvoir d'achat est une extrêmement mauvaise mesure du bonheur et du progrès. Hein. C'est la même chose, le PIB, le pouvoir d'achat, la croissance. On est toujours sur du quantitatif. Alors pareil, enfin, si on faisait mon hypothèse là où on fait descendre l'énergie en faisant augmenter le PIB, ton pouvoir d'achat augmente, mais tu peux acheter moins de trucs. Bon, enfin voilà, c'est un truc un peu bizarre. Donc la réalité, c'est bien qu'on va vers un monde où on peut acheter moins de choses, mais qui peut être un monde nettement plus satisfaisant. Enfin, toutes les études le prouvent. Hein, la satisfaction exprimée ne progresse plus depuis les années 70, alors que la consommation matérielle n'arrête pas d'augmenter. Donc en somme, on n'est pas beaucoup plus heureux parce qu'on a des écrans de plus en plus grands et qu'on va de plus en plus loin en avion. Donc c'est pas la fin du monde pour la vie humaine. Par contre, est-ce que le système économique tient en dehors de ces hypothèses-là? Non. Bien sûr, tout est basé sur la dette, et le système basé sur la dette ne tient qu'avec de la croissance. C'est pas pour rien qu'on est en crise permanente, c'est que l'ensemble de nos politiques et de nos économistes se basent sur un modèle qui est profondément faux. Et ça, c'est une ornière qui va nous poser 2-3 problèmes. Je vous cite un Kenneth Boulding qui nous dit celui qui croit qu'une croissance exponentielle est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Voilà, l'économie est fausse. C'est pas grave, mais il va falloir en faire une autre. Est-ce qu'on va y arriver à temps pour éviter les pires conséquences du changement climatique qui sont en train de se jouer dans les années maintenant? Ah ben alors ça si j'avais la réponse, je serais dans notre monde. Et alors du coup, qu'est-ce qui vaut le coup? Ce qui est sûr, c'est que si les gouvernements et tous les puissants de la planète faisaient le job, on n'en serait pas là. Soyons clairs, hein, vous avez entendu ce que dit M. Trump, on ne veut pas d'incendie de forêt, coupons les arbres. Non mais c'est pas con, c'est pas con. Ouais, veut dire... donc, bon, voilà. Bon, quand on a un Trump, on peut se dire qu'on a de la chance.
Mais il vous aura quand même pas échappé. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à regarder la déclaration de Nicolas Hulot au moment de sa démission. Il est sans appel sur la gravité extrême de la situation et l'incapacité totale du gouvernement à y faire face. On aurait des leviers gigantesques à l'échelle collective. Et c'est bien pour ça que des gens comme Jean-Marc Jancovici ont beaucoup bossé avec Hulot pour le pacte écologique, la taxe carbone. Si on avait lancé dans les années 2000-2005 une taxe carbone très progressive qui donnait de la visibilité aux investisseurs, on avait des outils gigantesques pour faire une transition bien organisée. Il reste que ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne va pas se passer comme ça pendant encore un moment si on pense que M. Hulot a une petite idée de ce qui se passe autour de l'écologie et du gouvernement. Moi, je me dis qu'il fait partie des gens un peu informés. Donc aujourd'hui, je pense que l'action individuelle, qu'elle soit à titre privé ou à titre des entreprises, est un des principaux moteurs. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Quand on a Donald Trump comme représentant, on dit on s'en fout du représentant, nous on va faire. On peut faire la même chose à l'échelle personnelle et à l'échelle de nos entreprises, de dire on sait ce qu'il faut faire, personne ne veut commencer. Et tout le monde se regarde en disant regarde, lui il pollue plus, donc moi je ne le fais pas. Il y a besoin de gens qui commencent. Nous sommes ceux qui commencent à un moment. Et oui, je pense que s'il y en a qui commencent, ça va pouvoir créer un cercle vertueux qui vont ouvrir des possibles, notamment en montrant que... juste pour vous dire, moi j'ai divisé mon bilan carbone à peu près par 10 dans les 15 dernières années. Donc évidemment, j'ai arrêté de prendre l'avion. Mon engagement le plus contraignant, c'est de faire moins de 2000 km par an en voiture. Ça, c'est super contraignant. Donc je passe ma vie à refuser des missions lointaines ou à bosser dans le train. Je bosse quand même. J'arrive à aller à Paris, j'avais rencontré plein de gens intéressants avec vous aujourd'hui. J'ai rendu ma maison passive, je plante des arbres. Honnêtement, je peux vous dire que par rapport à l'époque où je gagnais beaucoup plus de sous et je les mettais dans ma voiture à Paris, et que je ne pouvais pas garer, évidemment, j'étais à Paris. Tu vois, j'ai vraiment gagné en qualité de vie. Et s'il y a plein de gens qui se lancent dans les changements, mais qui ne sont pas dans un truc sacrificiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'arbre, il n'est pas dans l'écologie sacrificielle. D'abord, il s'épanouit. Si on s'épanouit en prenant soin de l'environnement et de toutes les transitions nécessaires, il y a des gens qui vont s'apercevoir que aller passer le week-end à Oslo ou aller voir ma grand-tante au Canada n'était peut-être pas aussi vital que je le considérais. Mais tant que personne commence, personne commence. Je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà en retard, mais au plaisir.